Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Ça y est, vous êtes bien installés? Vous êtes prêts à écouter, à vous laisser transporter par cette histoire qui a traversé les siècles jusqu'à nous et qui en dit tant sur nous, notre civilisation et notre psyché. Voilà, c'est l'histoire d'Œdipe que je vais vous raconter aujourd'hui. Œdipe est le fils du roi et de la reine de Thèbes en Grèce, Laïos et Jocaste. Quand elle est enceinte, ils veulent confier cet enfant à la prophétesse la plus grande de leur temps, la Pythie de Delphes, et lui demandent comme une prédiction de ce que sera la vie de cet enfant chéri promis à être roi de Thèbes. Elle leur répond de manière un peu cavalière, il va niquer sa mère. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que cet enfant va tuer son père et épouser sa mère. C'est pas rien ça comme crime. Ce qui a été dit là n'est pas du tout anodin. Il s'agit des deux interdits les plus fondamentaux pour faire une société humaine. D'abord, l'interdiction du meurtre, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble avec la menace que l'autre peut nous tuer. Et en plus, pas n'importe quel meurtre. Le meurtre du père, de celui qui représente l'autorité. Donc c'est la contestation de l'autorité qui est en jeu. Et ensuite, la prohibition de l'inceste. C'est pas du tout pour des raisons biologiques que l'inceste a été interdit dans les sociétés humaines. On n'avait aucune idée de l'ADN et de son fonctionnement jusqu'au XIXe siècle. Or, la prohibition de l'inceste, elle date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Si on l'a fait, c'est que ça force les enfants à sortir de leur famille pour trouver des épouses ou des époux. Et donc ça crée des sociétés parce qu'on ne va pas attaquer la famille de son beau-frère, de son gendre, de sa belle-sœur ou de sa belle-fille. Donc, pour que la société puisse fonctionner, il faut que les familles se marient les unes avec les autres, et pour que les familles se marient les unes avec les autres, pas mieux que d'interdire les mariages dans les mêmes familles. La prophétie de la Pythie est alors terrible, car ce sont ces deux interdits qui sont en jeu. Alors, à la naissance de cet enfant, librement, les parents décident de faire l'acte le plus difficile qui soit, abandonner cet enfant. Ici, on voit que Laïos et Jocaste font usage de leur liberté à partir des connaissances qu'ils ont. Pour sauver leur honneur, se sauver eux-mêmes et sauver la société, ils décident de poser un acte très important qui est l'abandon de leur enfant, parce qu'ils pensent que c'est un moindre mal dans la situation qui leur est donnée. C'est pour ça qu'ils agissent ainsi. Ils demandent à un de leurs serviteurs de le déposer en haut d'une montagne. Ce serviteur l'accroche par le talon à un arbre, et c'est ce qui a donné son nom d'Œdipe. Dans Œdipe, vous entendez presque œdème. Œdipe, c'est celui qui a le talon blessé. Cet enfant ne reste pas longtemps sur cet arbre. Par hasard, Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, le trouvent sur cet arbre et décident de l'adopter, eux qui n'ont pas d'enfant et qui n'ont pas de succession. Ils l'élèvent comme leur propre fils pour qu'il puisse devenir roi de Corinthe. Mais voilà qu'Œdipe grandit, et dans Gala, où voici, je ne sais plus, apparaît cette rumeur, Œdipe ne serait pas le fils de Polybe et Mérope. Il ne pourrait donc pas légitimement prétendre au trône de Corinthe. Face à cette inquiétude, Œdipe décide de voyager à travers la Grèce pour aller voir la plus grande prophétesse de son temps, toujours la Pythie, et lui poser cette question: suis-je le fils de mes parents? Suis-je le fils du roi et de la reine de Corinthe? La Pythie ne répond pas. Elle répond à Œdipe ce qu'elle a déjà dit à ses parents: tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Œdipe est catastrophé par cette prédiction, lui qui est un homme de bien. Elle décide de renoncer à tous ses droits pour l'honneur. À ce stade, on voit Œdipe poser un acte de liberté strictement parallèle à celui de ses parents. Face à l'horreur qui lui a été annoncée, il préfère renoncer à tout pour être sûr de ne pas commettre ces deux crimes les plus importants. Il décide donc de ne plus jamais retourner à Corinthe pour ne pas prendre le moindre risque de tuer son père et épouser sa mère. Alors il devient errant à travers la Grèce. Et au détour d'un carrefour, quelqu'un qui lui refuse la priorité, il décide de le tuer, parce que quand même, il est prince. Non sans laisser la vie aux serviteurs de cet homme qui peuvent s'enfuir. Quelques temps plus tard, alors qu'il se promène toujours en Grèce, il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Thèbes. Elle subit une très grande famine, parce que son entrée est gardée par la Sphinge, moitié femme, moitié fauve, qui interdit l'entrée et la sortie de Thèbes, en rendant impossible la circulation de la nourriture. Elle décide qu'elle ne libérera la ville que quand on aura résolu son énigme. Face à cette situation, Jocaste a d'ailleurs écrit un décret selon lequel elle donnerait la couronne de Thèbes
et elle épouserait celui qui délivrerait la ville de cette malédiction. Un peu par bravade, un peu par défi, un peu aussi par courage, Oedipe décide d'affronter la Sphinge qui lui donne cette énigme. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 le soir? Sauriez-vous répondre à cette énigme? N'oubliez pas l'enjeu. Une ville est en train de mourir de faim. Oedipe ne tremble pas et répond que cet animal, c'est l'homme. Au matin de sa vie, il marche à 4 pattes quand il est enfant. Au midi de sa vie adulte, il est sur 2 pattes. Au soir de sa vie, quand la vieillesse est là, il marche avec une canne à 3 pattes. La ville est délivrée, il découvre cette ville qu'il ne connaît pas, Thèbes, il découvre cette très belle reine, Jocaste, qu'il ne connaît pas. Il l'épouse, il devient un bon roi pour Thèbes. Ils ont 4 enfants, vous les connaissez déjà. Ismène, Antigone, Éthéocle et Polynice. C'est Antigone évidemment la plus importante. Et quelques années plus tard, alors que les enfants ont grandi, à nouveau, la ville subit la famine. Oedipe le comprend très vite. Cette famine, c'est le signe de la malédiction des dieux. Parce qu'un mal a été commis. Il faut réparer ce mal pour que le bien revienne. Oedipe lance une enquête très sérieuse pour trouver la solution et demande à tous de témoigner. 2 témoignages l'intriguent et lui permettent de comprendre la situation. Le premier est celui d'un vieux serviteur, qui raconte l'histoire de cet enfant que Oedipe ne connaît pas, qui était le premier enfant de Jocaste et Laios, qui a été abandonné sur une montagne accrochée par le talon. Oedipe fait le lien avec lui. Lui aussi est blessé du talon. Et puis il y a ce jeune serviteur qui, quelques années auparavant, raconte cette histoire de son maître et roi Laios, tué par un homme qui aujourd'hui s'avère être le roi de Thèbes. Il n'avait jamais osé parler de peur des représailles jusqu'aujourd'hui. Regardez bien cette enquête menée par Oedipe et par ses services. Elle est très similaire à l'enquête psychanalytique que propose Freud pour le psychisme de ses patients. Il s'agit de remonter dans le passé pour trouver les raisons de ces comportements, pour trouver les raisons de cette famine. C'est très important dans le parallélisme que Freud fera entre mythologie et psychanalyse. C'en est trop. Jocaste et Oedipe comprennent. La malédiction s'est réalisée. Il a tué son père. Il a épousé sa mère, alors qu'ils ont tout fait pour fuir cette situation. C'est ça leur destin. Jocaste ne supporte pas la situation et finit par se pendre. Oedipe ne peut pas voir cela et décide de se crever les yeux. Il se crève les yeux pour ne pas voir cette situation, mais parce qu'il n'a jamais rien vu au fond de cette situation. Toujours il a cru être maître de lui-même, mais il a toujours été aveugle sur son destin. L'acte d'Oedipe qui se crève les yeux est très important. Certes, il se crève les yeux pour ne pas voir l'horreur de ses actions, mais c'est aussi une manière de dire qu'il a toujours été aveugle, que quand il pensait être maître de lui-même, prendre ses décisions par lui-même en fonction de sa connaissance, il était en fait manipulé. En effet, sa connaissance était toujours très partielle, et pour éviter cela, il a choisi ce qui lui paraissait être bon. Mais les dieux savaient bien qu'il allait décider comme cela, avec les connaissances qu'il avait. Et en fait, c'est quand on a une vision générale de l'ensemble qu'on aurait pu prendre, comme un dieu, la bonne décision. Mais ce n'est pas possible à chacun d'entre nous. Et c'est ce que Freud dira. Nous n'avons qu'une connaissance très partielle de nous-mêmes. Nous n'avons pas conscience de tout ce qui est inconscient. Nous ne sommes plus maîtres en notre propre maison. C'est la question de la liberté qui se pose, et elle se pose de manière très profonde et problématique. Antigone s'occupera de lui jusqu'à la fin, délicatesse que ses fils, Polynice et Éthéocle, n'auront pas. Alors voilà l'histoire d'Oedipe, elle n'est pas très gaie, évidemment, vous avez compris, mais j'espère que vous avez bien vu les rapports des personnages les uns avec les autres et comment ils ont agi dans les circonstances qui étaient les leurs. Parce que Freud va se servir de cela pour montrer combien c'est révélateur de la structure de la psyché humaine. C'est maintenant dans la 4e leçon. Les naughty, oui, une histoire encore pour petits, grands et moyens, Castor, nous, Caline, Grignotte et Benjamin, on t'écoutera bien. Père Castor, mais c'est lunettes et lunettes.